Bienvenue sur la chaîne du défi chinois 365 jours, la chaîne où on se sert du développement personnel pour apprendre le chinois. Ensemble, on va essayer en un an de devenir parfaitement bilingue en chinois. Vous avez déjà regardé les vidéos des 2 semaines précédentes, une pour booster la motivation pour apprendre le chinois et une concernant mon défi 365 jours. Et si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos du défi 365, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à la question suivante. Comment faire quand on n'ose pas vraiment parler à l'oral en chinois? Tu t'es déjà peut-être retrouvé dans une situation où tu étais chaud patate, tu avais envie de parler chinois, tu avais ton partenaire, et au moment où il s'agit de parler, là tu es tétanisé, tu sais pas trop comment faire. Tu n'arrives pas trop à trouver tes mots. Ou alors si tu trouves tes mots, ils sont un peu dans n'importe quel ordre. Ça n'a pas vraiment de sens ce que tu dis. Alors déjà, j'aimerais te dire que ce n'est pas grave du tout. C'est un peu normal au début à l'oral quand tu débutes de pas vraiment trouver tes mots, de pas avoir la grammaire exacte, la syntaxe exacte, ou encore que ta prononciation soit à chier. D'abord, d'un point de vue psychologique, il y a plusieurs choses qu'il faut que tu te dises. 1. Parler dès le début de son apprentissage. Alors déjà, le plus important, c'est de parler absolument dès le départ. Dès le début de ton apprentissage, voilà, t'es niveau HSK 0, il faut surtout pas hésiter à parler. Il y a beaucoup de gens qui se disent, putain, au début, c'est trop dur, il faut que j'attende le niveau HSK 4 pour commencer à parler, parce qu'au début, de toute façon, j'arriverai pas à faire des phrases. C'est pas du tout la bonne mentalité à adopter. Crois-moi. Pour progresser, il faut être dans l'action et pas dans l'inaction. Alors si tu es dans l'action dès le début, même si tu connais pas grand chose, tu sais que dire ni ha, c'est déjà pas mal. Tu peux déjà réussir à faire tourner la langue dans ta bouche, donc tu es déjà dans quelque chose de progressif. Et comme on le dit toujours, 1 vaut mieux que 0. Prenons pour exemple les pays où ils sont très forts en langue, par exemple la Suède et la Hollande. On voit bien qu'ils sont exposés dès le plus jeune âge à la langue orale. Ils écoutent beaucoup la langue, mais en plus ils pratiquent énormément. Ils n'ont pas besoin de faire l'effort conscient de se dire tiens, maintenant je vais parler, il faut que je parle, c'est mon devoir, il faut que je le fasse maintenant. C'est une habitude depuis la tendre enfance que de parler, de pratiquer au quotidien. Plus ça devient naturel, plus c'est comme un jeu et plus tu progresses. Par contre, si tu te dis ça c'est vraiment une contrainte, c'est juste pour pratiquer la langue et c'est un peu pénible, ça va pas marcher grand chose. Et même si tu fais ça une fois de temps en temps, voilà, c'est comme un sport, il faut le faire régulièrement. Même très souvent même. Donc voilà, l'oral ça demande énormément d'heures de pratique, mais il faut que ça devienne une seconde nature. Il faut même plus que tu penses à parler dans la langue, il faut que ça se devienne complètement naturel. Et pour ça, ça demande beaucoup de pratique. 2. Ne pas essayer d'avoir un discours parfait. Alors si tu essayes d'appliquer les tons un par un, d'avoir la grammaire parfaite, la syntaxe parfaite, la prononciation des tons parfaite, etc. Dès le début de ton apprentissage, dis-toi que tu t'imposes déjà beaucoup trop de choses difficiles. Déjà, le problème, c'est que tu vas parler comme un escargot. Donc potentiellement, l'interlocuteur en face, il va se faire chier comme un rat mort. Oui, parce que lui, il s'en fout que tu parles parfaitement mandarin. Le but, c'est d'avoir une conversation avec toi, de faire un échange chinois-français. À partir du moment où il arrive à comprendre ce que tu dis, même si tout le reste n'est pas parfait, c'est gagné. Victoire assurée. En fait, c'est vraiment une question de pratique. Il faut s'amuser. Plus tu pratiqueras, plus tu entendras le mandarin avec ton interlocuteur en face, et plus les tons seront bien, la syntaxe, la grammaire et tout ce qui va avec. Évidemment, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà, comme je le disais dans la vidéo de la semaine dernière, le plus important, c'est de se faire plaisir. Ne pas tenir compte des erreurs, vraiment. Tu vas faire des erreurs dès le début, ça c'est clair. Mais il faut que tu t'en amuses de tes erreurs. Il faut que ça te fasse marrer. Ne dis surtout pas que tu es nul à chaque erreur que tu fais, ou ne t'énerve pas de tes erreurs. Prends tes erreurs comme un moyen de progresser. Prends tes erreurs comme quelque chose de marrant. Et surtout, à chaque fois que tu fais une erreur, ne te dis pas, ouais, je suis vraiment un gros naze, les langues c'est pas fait pour moi, etc. Encore une fois, la psychologie est vraiment très importante. 3. Ne pas avoir peur du regard des autres. Alors dans certaines situations, si tu parles une langue, tu pourras avoir l'impression de te faire juger par les autres en permanence. Tu verras peut-être les autres juger ton niveau de langue, te dire que ton accent est pourri, que ta grammaire est à chier, etc. Laisse-moi te dire que dans cette situation, il faut que tu t'en foutes complètement. Ce genre de personnes qui critiquent un petit peu ton niveau de mandarin, te disent que tu sais pas parler, ce sont clairement des personnes qui ne se sont jamais retrouvées dans une situation de difficulté pareille. Qui n'ont jamais fait l'effort de sortir dans la zone de confort et de parler régulièrement la langue. Donc faut pas une seule seconde que tu te sentes impacté par ce genre de commentaires. Toi au moins tu es dans l'action, tu fais des efforts quotidiens pour progresser. Et ce genre de personnes qui se permettent de te juger ne progresseront jamais, seront toujours aussi nuls. Et sur le long terme, tu vas littéralement les exploser. Donc voilà, si c'est des gens lambda, tu t'en fous complètement. Et si ce sont des amis, faut éviter de s'entourer de personnes un petit peu toxiques comme ça, en tout cas pour l'apprentissage des langues. C'est de t'entourer plutôt de personnes qui vont te tirer vers le haut, qui sont dans une dynamique de progression, qui s'en foutent de leurs erreurs, qui s'amusent de pratiquer la langue avec toi. Faut-il se faire corriger pour ses erreurs au début ? Alors ça c'est un peu the question, je pense pas qu'il y ait vraiment de réponse gravée dans le marbre par rapport à ça. Si tu as niveau HSK 0 ou HSK 1, évidemment le but c'est de produire un maximum, de sortir le maximum de mots, tu t'en fous s'il y a plein d'erreurs de grammaire, de syntaxe, etc. Le but c'est de produire un maximum de choses pour pratiquer justement. Donc, évidemment tu vas pas te faire corriger par ton interlocuteur toutes les secondes, toutes les minutes, le but c'est de produire un maximum. Mais après à partir du niveau HSK 3 ou au-delà, évidemment ça va être intéressant de se faire corriger par son interlocuteur. Attention pour la correction, il y a certaines règles à respecter absolument. Au début, il ne faut pas forcément se faire corriger à répétition pour chaque petite erreur que tu vas faire parce que ça peut un peu démotiver. Ça va te couper dans ton speech, dans ton élan. Pas très bon pour la motivation. Quand tu fais une erreur de syntaxe, là tu peux te faire reprendre une petite fois par ton partenaire linguistique. C'est beaucoup plus difficile à l'oral de respecter la syntaxe par rapport à l'écrit, surtout au début. Parce qu'à l'écrit, évidemment, tu auras le temps de réfléchir. Tu as le temps d'envoyer ton message.
À l'oral, il faut enchaîner, sinon déjà que tu es assez lent quand tu parles, si en plus tu dois faire attention à tout ce que tu dis, la personne en face va s'ennuyer à mourir. Par rapport à la syntaxe, plus tu entendras le chinois, la personne avec qui tu pratiques parlera, etc. Et plus tu auras les bons réflexes d'imiter la bonne syntaxe automatiquement. Par rapport à ça, donc c'est pas très grave comme erreur. Par rapport à la prononciation des pénines et des tons, pareil, il faut pas que ça soit parfait. À partir du moment où la personne en face arrive à bien comprendre ce que tu dis, mission accomplie, tu as gagné le pari. Si par exemple la personne en face n'a pas compris ce que tu voulais dire, s'il y a le mot le plus important de la phrase que tu as mal prononcé au niveau du pinyin ou du ton, elle va pas comprendre le message que tu essaies de transmettre. Et là, évidemment, il va falloir te faire corriger, sinon, là, le problème c'est qu'elle n'a pas compris, donc pari n'est pas gagné. Pareil, pour la grammaire, c'est un petit peu comme la syntaxe. Si c'est une erreur que tu fais à répétition assez souvent, fais-toi corriger cette erreur. Et ensuite, tu auras l'effort conscient de la corriger au fur et à mesure. Tu ne vas pas refaire 1 milliard de fois la même erreur. Parce que le problème, en fait, quand on fait les genres d'erreurs de syntaxe et de grammaire à répétition, c'est souvent à cause de mauvaises habitudes. Donc si tu te fais corriger par ton partenaire linguistique, tu auras dans un premier temps ton cerveau qui va se dire attention, faut pas que je refasse l'erreur. Et puis petit à petit, tu vas pouvoir corriger au fil du temps. Si tu as un petit peu l'habitude de parler à la française pour la syntaxe et de placer les mots dans l'ordre à la française dans la phrase, il faudra un petit peu de pratique pour remettre ça dans le bon ordre. Si c'est des petites erreurs un petit peu ponctuelles, tu peux demander à ton partenaire de tandem de te corriger ponctuellement sur une petite erreur. Voilà, comme tu peux le constater, la correction dans l'échange linguistique à l'oral est très subjective. En fait, si le flot de parole est interrompu, par exemple, tu envoies des messages audio à la personne, ça peut être pas mal de te faire corriger pour chaque message audio. Parce que là, tu n'es pas dans une continuité à l'oral. Par contre, si le flow est ininterrompu, c'est-à-dire que tu parles en continu, la personne aussi, et que tu te fais corriger à chaque fois, là, ça risque d'être un petit peu démotivant, un petit peu chiant, ça va peut-être enlever le plaisir de la conversation. Donc voilà, chaque situation est spécifique. À toi de voir ce qui te correspond le mieux. Moi, je t'ai dit un petit peu ce que j'en pensais. Au niveau débutant total, c'est un petit peu inutile de se faire corriger à chaque fois. Au débutant intermédiaire, ça peut commencer à être intéressant de se faire corriger, mais systématiquement, c'est un petit peu hardcore. Moi, il y a longtemps, j'aimais bien me faire corriger à chaque fois, mais j'étais très perfectionniste et finalement, ça m'empêchait plus de progresser qu'autre chose. Voilà, moi, je te conseille de faire des sessions un petit peu de flow interrompu, des messages audio où là, tu vas te faire corriger à chaque fois. Surtout si c'est des erreurs que tu fais de façon récurrente, et des flows ininterrompus de tandem où là, vous parlez en face à face. Et à ce moment-là, le but, c'est de produire un maximum, de se rappeler du vocabulaire, des structures grammaticales, etc. Et surtout de se faire plaisir. Trouver un partenaire de tandem. Alors comme tu l'as vu dans la vidéo de la semaine dernière, le plus important quand tu pratiques une langue, c'est de trouver un partenaire de tandem pour pratiquer avec lui. Ah mais là tu me dis peut-être, ouais mais dans ma ville il n'y a personne, j'habite à mon cul, il n'y a personne à part des habitants de mon cul. Tu n'auras peut-être pas tort, j'en sais rien. Je te dis, ouais, il n'y a pas de chinois dans cette ville, mon cul, pas de chinois quoi. Moi je dis que tu as quand même tort, parce qu'en 2020, tu n'as aucune excuse. Il y a tellement d'applications d'échange linguistique, il y a tellement d'opportunités pour pratiquer la langue, que voilà, tu as l'embarras du choix. Dans la formation sur la conversation d'Alex de Chinois Tips, on parle du site conversationexchange.com par exemple. Tu auras l'occasion sur ce site de trouver plein de natifs de langue chinoise pour pratiquer un tandem chinois-français avec toi. Personnellement, moi je suis plus application mobile, comme par exemple HelloTalk et Tandem. J'ai utilisé Tandem personnellement depuis fin 2016 et cette application est vraiment une véritable mine d'or pour pratiquer les langues et en particulier le chinois. Énormément de chinois sur cette application, c'est un truc de dingue. À l'époque où je pratiquais l'anglais et l'allemand, j'ai pu passer des centaines d'heures sur cette application. Il y a même des moments où j'étais un peu accro, j'ai passé 10 heures par jour comme un taré. C'est vraiment très motivant au début, très addictif et les gens sont très sympas en plus. Il y a environ 6-7 mois, j'ai découvert une chinoise avec qui je me suis très bien entendu. On a commencé à pratiquer le chinois et le français de façon récurrente. Pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un échange linguistique avec elle parce que ça s'est plutôt bien passé, c'est plutôt intéressant à analyser. Alors si tu as suivi la formation gratuite d'Alex sur le forum chinoitif.com, peut-être que tu es tombé sur ce conseil de Alex qui dit que tes échanges linguistiques doivent être préparés. Alors préparer, ça se passe comment? D'abord, il faut que tu choisisses un thème. Pour cet échange linguistique là, que vous allez voir dans un instant, j'ai choisi le thème exprimer ses goûts et ses préférences. En fait, c'est assez simple la manière dont je l'ai préparé. J'ai préparé une liste de questions que je pourrais poser à mon interlocuteur. Et d'un autre côté, en fonction des questions qu'elle peut poser, les réponses éventuelles que je pourrais apporter. Mes petites anti-sèches, quoi. L'extrait complet de cet échange linguistique a duré 45 minutes. Mais je choisis un court extrait pour vous montrer, parce que ça sert à rien de vous montrer en entier. Le but, c'est de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, sans plus attendre, je vous montre cet échange linguistique avec les commentaires qui y sont associés. 一起聊天，一起聊天儿，聊什么呢？我准备了很多的东西，很多的东西。 Donc là, déjà, je dis à mon interlocutrice qui s'appelle Fanny que j'ai mes petites anti-sèches, que j'ai préparé cet échange linguistique. Donc elle se dit, qu'est-ce que tu as préparé exactement? J'avais la liste des questions en face de moi, au niveau du mur, et la liste des réponses que je pouvais apporter. Elle me demande, qu'est-ce que tu as préparé? Je me pose plusieurs fois la question, et donc je balance les premières questions. 怎么看你瘦了很多哎？很多的你瘦了很多。说了很多。Tu as beaucoup maigri。你瘦了很多。我瘦了啊，瘦。可能我做饭，我每天去体育馆。 Alors là, c'est intéressant ce qui s'est passé parce qu'elle me dit que j'ai beaucoup maigri.
Et moi, j'avais pas compris chaud, j'avais compris chaud, c'est-à-dire parler. Là, je pense que j'aurais pas compris quoi qu'il arrive, parce que c'est pas une phrase que j'ai déjà entendue. Déjà, j'avais compris chaud, donc j'avais compris tu parles beaucoup, je me dis c'est pas logique, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Mais quand elle a écrit le caractère chaud dans le chat de notre conversation, j'ai tout de suite reconnu qu'il s'agissait du même adjectif que pour dire tu es maigre. Et ça, je me suis dit, ah ouais, merde, en fait, j'ai pas fait le rapprochement entre maigre et tu as beaucoup maigri. Enfin, de toute façon, j'avais compris chaud, donc j'avais pas compris quoi qu'il arrive. Bon, voilà, c'était assez intéressant comme première erreur. 你觉得我说话快吗？没快，就是不快，不快，对吗？不快，我那就好。会明白。那你现在这不中文水平已经很好了吗？ Bon, à ce moment-là, quand elle dit est-ce que je parle vite, en fait, j'ai compris le mot kwai. C'est le mot principal de son message. Et je sais que kwai, ça veut dire vite. Ça peut vouloir dire autre chose, mais dans ce contexte, je sais que ça voulait dire vite. Et donc, j'ai compris qu'elle me demandait si elle parlait vite ou pas. En fait, même si vous ne comprenez pas l'entièreté des fois de la phrase, parce que ça peut, l'interlocutrice ou l'interlocuteur peut parler assez vite parfois, si vous comprenez un mot dans la phrase, le mot principal, eh ben, vous allez comprendre quand même ce qu'elle vous demande. Et je pense que c'est aussi grâce à mon expérience des langues, donc j'arrive à spotter les mots importants dans la question, la phrase qu'il y a en face, et arriver à comprendre le message qu'elle essaye de délivrer. Évidemment, plus la question est courte, plus les informations qui sont données sont courtes, mieux j'arriverai à comprendre ce qui s'est passé en fait. La question est très courte, du coup j'ai réussi à comprendre. Par contre, si l'interlocuteur ou l'interlocutrice en face vous sort des romans avec énormément d'informations, peut-être que vous allez comprendre pas mal de choses, mais le message principal, pas sûr que vous l'ayez compris. Voilà pourquoi c'est très bien pour votre interlocuteur ou interlocutrice en face d'être très concis dans ce qu'elle dit. 我希望我越来越好，稍微更好。现在en fait，一般般。其实你说中文的时候和你说法语的时候特别不一样。我的声音不一样，真不一样。你的什么不一样？声音，我的声啊，声音。Voilà. À ce moment, elle me dit que c'est pas du tout pareil quand je parle chinois et français au niveau, je sais pas, du débit, etc. Et là, j'avais noté un mot justement dans ma préparation. J'avais noté le mot Shang-Yi que je connaissais pas. Et je fais une petite erreur. Au lieu de dire Shang-Yi, je dis Chang-Yi. Je sais pas pourquoi, un mauvais réflexe. Pourtant, j'ai bien écrit le pinyin avec SH. Du coup, évidemment, elle comprend pas. Elle me demande de répéter le mot. Et là, je le reprononce d'une bonne façon. J'avais compris que j'avais fait de la merde. Voilà, rien d'autre à dire par rapport à ça. Une petite erreur d'inattention. 你说法语的时候会说的很快，但是你说中文的时候呢，就会比较慢，因为你需要去想。当然不一样。对呀。我希望我越来越更快说中文。我需要更多的练习。其实没有必要就一定要说的很快，你说慢一点也没有问题的呀。对。Tu as compris? Tu as compris? Oui, je pense. Oui, je pense. Tu penses? 确实，就是你在说法语的时候，你会说很多的话，说的很快，但是说中文就比较慢，然后每次表达的信息会少一点。Tu as compris? 明白了吗？明白了。Non? 明白了。Alors même là même en regardant la rediffusion, je suis pas sûr d'avoir compris complètement ce qu'elle me racontait. En gros, toujours pareil, je pense qu'elle dit que quand je parle français, je parle plutôt vite avec beaucoup d'informations. Quand je parle chinois, il n'y a pas beaucoup d'informations et je parle pas vite. Dans tous les cas, je sais pas exactement ce qu'elle voulait dire. Fanny, si tu regardes cette vidéo, dis-moi dans les commentaires ce que tu voulais dire exactement. Ou les autres personnes aussi, si vous savez ce qu'elle dit, dites-le moi dans les commentaires. 是 OK，是 OK。一次那你今天准备了什么呢？我可以问你问题。如果你要，我可以问问题。好啊，好啊，你会问我什么问题呢？青岛比保定这种。青岛比保定更喜欢。其实吧，我更喜欢青岛一点。Ça n'arrive que pendant les échanges linguistiques. Connaissez le mot, en l'occurrence c'est pas un mot là, c'est une ville, c'est Baoding. Ça, Laojia, à mon interlocutrice. Je sais pas pourquoi le mot ne veut pas me revenir en tête. Je sais pas pourquoi. Qingdao, ça revient vite parce que ça fait penser à la bière, à Tsingtao. Baoding, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai vu le mot plusieurs fois, je l'ai écrit plusieurs fois, mais là il voulait pas revenir. J'avais un trou, voilà. Voilà, c'est pas très important, c'est pas vraiment un mot de vocabulaire, c'est pas un mot qui est ultra important, c'est juste une ville, mais ça vous arrivera plus d'une fois. Heureusement, il dit Qingdao et je voulais comparer les deux villes, et ben là, elle a réussi à m'aider en me disant, ouais, c'est Baoding que tu cherches. Merci à toi, Fanny.
嗯，因为青岛是一个旅游城市，une ville touristique。旅游城对，所以就更漂亮。然后青岛那边的气候也更好一点，气候的 climat。Voilà, elle a décrit un petit peu la ville. Elle me sort le mot Luyo Chanshi. Alors je connais Luyo, je connais le voyage, je connais aussi Chanshi. Mais associer les deux ensemble, j'aurais jamais eu le réflexe de le faire. Et c'est ça l'intérêt de lire des livres ou d'écouter le chinois parler autour de vous. C'est d'arriver à justement mettre les mots ensemble. C'est des mots que vous connaissez déjà, et vous les mettez ensemble, c'est un puzzle, et c'est à partir de là qu'on progresse. On apprend de nouveaux mots à partir de ce que vous connaissez déjà. C'est pour ça qu'on dit toujours, même si vous ne savez pas dire une ville touristique, en fait, je connaissais les mots. J'aurais pas su le dire, mais je connaissais déjà les mots. C'est un exercice d'association, c'est du yo-yo, c'est comme ça qu'on pratique en langue. C'est comme ça qu'on progresse en langue. 所以就更漂亮。然后青岛那边的气候也更好一点，气候的 climat 也更好一点，所以我比较喜欢青岛，而且有大海呀。有大海。对，蒙彼利埃不是也有大海吗？因为你也选择了蒙彼利埃，有大海。对，没错，我喜欢大海。因为我觉得了，这是一个很好的选择，一个很好的选择。À ce moment-là, je crois que je voulais dire que c'était une très bonne opportunité pour elle d'aller à Montpellier. J'arrivais pas à trouver le mot. Du coup, j'ai dit le mot que je connaissais. En plus, je connais le verbe, pas forcément le nom. J'ai dit Schwenze, donc le choix. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'il faut faire aussi quand vous êtes bloqué dans les mots que vous cherchez. Vous cherchez un mot que vous connaissez pas. Bah, vous dites un mot que vous connaissez, même si c'est pas exactement le mot que vous voulez dire. Ça permettra à votre interlocutrice de quand même comprendre votre message. Et puis dans le chat d'écrire, bon voilà, c'est le mot que tu voulais dire. Rien ne m'empêche de le dire un peu plus tard. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, en l'occurrence, je ne savais pas dire opportunité. 为什么呢？这是我的城市。就是啊，你们的城市很漂亮，是吧？对呀，这是最爱的城市，最爱学生的城市。啊，大学生最爱的城市，对吗？大学生最爱的城市。Alors là, typiquement, on est dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à la syntaxe. J'aurais été capable de faire cette phrase à l'écrit sans problème. Mais à l'oral, mettre tous les mots dans l'ordre, sachant peut-être que je cherchais, je voulais dire en fait c'est la ville préférée des étudiants, je sais plus exactement ce que je voulais dire. En tout cas, je voulais utiliser le mot étudiant. Je connais le mot étudiant, mais ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé ce mot-là. Donc j'ai dû déjà me rappeler de ce mot. Et comme j'étais focus sur me rappeler du mot, évidemment, la syntaxe ne suivait pas derrière. C'est pas très grave parce qu'au final, j'ai quand même sorti ma phrase, qui était un petit peu bancale, pas terrible, et elle m'a corrigé derrière. Et même si à l'écrit, j'aurais parfaitement eu le temps de faire une phrase correcte, mais c'est pas grave parce que le but c'est d'acquérir les bons automatismes à l'oral. Donc merci de ta correction encore une fois, Fanny. 我有看到，就是蒙彼利埃有21%的人口都是学生，21%de la population à Montpellier 对， des étudiants。你说的对。我觉得南法的那些小城市一般都挺漂亮的，比在像什么巴黎、马赛这种大城市要好一点，待着更舒服。太公平，你明白了吗？舒服，很舒服。这是我的 technique。可能我不明白每个词，最后的词啊，舒服啊，我明白了。Donc ça c'est un truc qui est un petit peu rigolo, c'est qu'en fait j'ai pas forcément compris tout ce qu'elle voulait me dire. J'ai compris qu'elle parlait de villes dans le sud de la France, qu'elle faisait une comparaison avec d'autres villes. J'ai entendu Paris, il me semble, j'ai entendu Marseille. En tout cas, elle faisait une comparaison au niveau de la beauté des villes, etc. Puis à la fin, elle a parlé de choufou, un mot que je connais. Et donc comme j'ai pas tout compris, elle me dit est-ce que t'as compris, parce qu'elle voit que je faisais peut-être une gueule ou... Enfin, en tout cas, si je rebondis pas instantanément sur ce qu'elle dit, je dis que j'ai pas forcément tout compris. Ce qui est le cas. Et donc je rebondis sur le dernier mot choufou, que j'avais compris. Faire genre, ouais, tu vois, quand même, j'arrive à suivre ce que tu dis, même si je comprends pas tout. Voilà, rien d'autre à dire par rapport à cet extrait. 我懂，因为有的时候我也是这样，有的时候，比方说去做口译的时候，然后有一个法国人说很多很多的东西，其中有一些东西我不懂的话，但是我就会抓住其中的几个词，然后这样就能明白了。D'ailleurs, elle est en train de me dire qu'elle fait apparemment la même chose en français. S'il y a pas mal de mots qu'un français dit qu'elle connaît pas, elle va faire exactement la même chose. Elle va rebondir sur les quelques mots qu'elle a compris pour faire genre, hé mon petit coco, t'as vu, je suis ce que tu dis, j'ai un petit peu compris quand même. 对，这是一个很好的 technique。你的考试完了吧？还没有，还没有。我还有3门考试。啊，3门。
3门考试。对， Voilà, je vous parlais un petit peu de la grammaire un petit peu précédemment dans cette vidéo. Elle utilise le quantificateur, le mot de mesure. Moi j'aurais eu tendance à dire Sangekausche évidemment, mais je ne savais pas que c'était Mon, Sanmenkausche. Et donc, bah évidemment, comme on l'entend à l'oral, on arrive à se l'imprégner et se dire bah c'est Mon. La prochaine fois je devrais utiliser le mot Mon, le truc Mon, le quantificateur Mon, je ne sais plus comment ça s'appelle, plutôt que Sangekausche. Encore une fois, l'intérêt de voir les choses en contexte, très important. Hai, yo. 对，还有 Ok. j'ai encore 3 examens. Donc là, je répète encore Hayo. Je n'étais pas complètement sûr si elle avait seulement fait 3 examens et qu'il restait plein d'autres examens à faire, ou s'il lui restait 3 examens encore. J'avais un doute, presque sûr qu'il lui restait 3 examens, mais comme j'avais un doute, j'ai quand même reformulé en disant Hayo, c'est vraiment, il te reste encore 3 examens. 无聊的吗？什么？无聊的考试还是不，我太c'est trop chiant les examens. 太 comment dire ça? 下 C'est 年？ insupportable. 下年有6个月，不需要考试，不需要学习对，的东西，有大概有相对来说，你比较喜欢去哪儿？欧洲的哪一个国家？一个国家。你更喜欢欧洲的哪个国家呢？ Alors là, elle me pose une question, quels sont les pays d'Europe qui sont intéressants à visiter? Et là, comme elle le dit un peu vite, je connais Ojo, je connais Europe, pas sûr d'avoir entendu le mot. En fait, même si elle a dit le mot Ojo, il est passé à la trappe. Donc quand je l'ai entendu, je l'ai pas spoté avec mon détecteur un mot important dans la question. Et là, heureusement, Fanny va reformuler la question en disant beaucoup plus lentement. Et Ojo, j'ai réussi à le spotter, d'où l'intérêt des fois parfois de parler un petit peu moins vite et de reformuler. Évidemment, Fanny parle un petit peu vite dans cette conversation, je lui ai dit que ça me dérangeait pas du tout. Parce que le but, c'est que je m'habitue maintenant à mon niveau à être plus à l'aise quand quelqu'un parle à un débit un petit peu plus naturel. Tout le fait qu'elle parle un peu plus vite. 德国德国，因为你说德语是吗？我觉得这么说Poland 荷兰，荷兰也给你。是一个很好的国家。你一你定为什么呢？ Amsterdam 是一个啊，很好的首都。很好的城市，谢谢老师。不客气。这是一个好的练习，我需要每个星期练习中文。 Voilà, donc à ce moment-là, je lui ai dit Amsterdam, c'est une capitale très intéressante. Elle me dit le mot Changshu, donc le mot ville, mais Chengdu, je l'avais vu dans une phrase dans Enki, une phrase que j'avais révisée dans Enki. Donc j'aime bien utiliser des fois des mots un petit peu plus différents, un petit peu plus originaux. C'est pour ça qu'aussi bien en compréhension que au niveau des mots que j'emploie, les révisions journalières sur Enki sont extrêmement efficaces et importantes. Et je vous parlerai dans 2 semaines de la mémoire et donc comment utiliser Enki de façon optimale pour vos échanges linguistiques comme ça, ou même pour la compréhension orale. Enfin, Enki peut être utilisé à toutes les sauces. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous aura motivé vraiment à passer à l'action et à parler le plus possible en mandarin. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et du défi 365 jours. Et activer la cloche, justement, pour être alerté des prochaines sorties des vidéos. Et je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. À dans 2 semaines, ciao, bye bye.